Bonjour, je vais vous présenter l'option de décroissance proposée dans Dosimex GX. Alors, tout d'abord, euh, cette option de décroissance proprement dit, donc avec calcul décroissance et on va y revenir, les relations masse-activité, je vais décliner cette option en prenant une problématique autour de l'utilisation du fluor 18 en médecine nucléaire. Et liée à cette option de décroissance proprement dit, une seconde option qui est liée fonctionnellement, là encore liée aux périodes des radionucléides, qui est l'option que l'on appelait conversion, qui permet de transformer par exemple les proportions de mélange en masse, que l'on rencontre souvent dans la littérature, et bien on peut transformer ces proportions en termes d'activité, ces proportions de mélange en termes d'activité. C'est comme ça que c'est sous cette forme-là que l'on doit les utiliser pour faire des calculs. Voilà. Je déclinerai cette option avec une problématique, vous allez le voir, assez surprenante, d'un mélange d'uranium-238 et d'uranium-232. Voilà. Donc, on va commencer avec cette problématique liée au fluor 18. Donc, on va considérer un individu que l'on va modéliser par un cylindre. Voilà. Alors cet individu, qui a subi un examen de scintigraphie, donc, aurait reçu une injection de fluor 18 de 300 mégabecquerels. Voilà, 300 mégabecquerels. On va donc le modéliser par un fantôme anthropomorphe de 15 cm de rayon, 170 de haut, avec en eau, donc ce qui sous-entend une hypothèse d'une répartition relativement homogène dans l'individu. Et le problème auquel on souhaite répondre, c'est estimer la dose intégrée par les proches de ce patient une fois qu'il rejoint sa famille après l'examen. Donc on va partir d'un scénario simplifié. Voilà, il a été injecté avec 300 mégabecquerels, et puis à partir d'un débit dose initial, quelle est la dose reçue par des proches. Donc les proches, on va calculer un point ici à une distance nominale d'un mètre, on peut calculer à 30, etc. On va garder 1 mètre. Donc quel est le débit de dose initial? C'est parti. Voilà, on obtient donc un débit initial de 22 microsieverts par heure à 1 mètre, ce qui n'est pas négligeable. Donc le problème a un sens en soi, pour ces fameux proches du patient. D'accord. Alors, si c'était une période longue, on pourrait simplement dire, ben voilà, au bout d'une heure, ils auront intégré 22 microsieverts, au bout de 2 heures, 44, etc. Mais on sait très bien que le fluor 18 a une période courte, et que donc il décroît assez rapidement. Donc il faut faire ce qu'on appelle un calcul d'intégration en décroissance. Donc pour cela, on utilise l'option décroissance. Voilà, donc on va chercher le fluor 18. Alors, première indication, c'est la période, 1,8 heures. On est vraiment en présence d'une période courte. Les périodes courtes, c'est ce qu'on utilise préférentiellement en médecine nucléaire, justement pour éviter le problème des périodes longues. Voilà, lorsque c'est possible. Alors, on dispose de plusieurs onglets, calcul inverse, calcul du nombre de jours séparant deux dates, voilà, ça c'est une petite option, et puis on terminera effectivement par l'intégration du débit de dose en décroissance. Alors, rapidement, calcul en décroissance, si on part de 300 mégabecquerels sur une durée, alors attention aux unités, sur une durée de 1 heure, au bout d'une heure, il ne restera que 200 mégabecquerels. Et on peut vérifier, au bout de 1,8 heures, il reste effectivement la moitié en termes d'activité. Ici, on peut calculer l'activité d'un radionucléide pour une masse connue. Alors nous, le problème, c'est un problème inverse. On connaît l'activité, 300 mégabecquerels, donc on peut se poser la question, quelle est la masse de fluor 18 dans la seringue au moment de l'injection, donc 300 E6. Eh bien, on va voir que dans la mesure où c'est une période qui est très courte, la masse est vraiment très faible, 8, 10, moins 11 grammes. D'accord. Donc, les périodes courtes, en général, même avec des activités conséquentes, la quantité pondérale du radionuclide est vraiment très très faible. Ce qui rend ces radionuclides assez pernicieux. D'accord. C'est pas quelque chose que l'on voit à l'œil nu, c'est assez indétectable. Voilà. Alors maintenant, si on fait l'intégration du débit de dose en décroissance,
Ici, on est parti, alors je vais arrondir, on va considérer un débit dose initial de 20 microsieverts par heure. Si c'était une période longue, au bout d'une heure, eh bien, on aurait 20 microsieverts. Et là, on est déjà en décroissance et on a non pas 20 microsieverts, mais 16,6 microsieverts. Hein, au bout de 2 heures, c'est-à-dire intégré sur une période, eh bien, on a 28 microsieverts et non pas 40. Voilà. Donc si on passe à 6 heures, eh bien, on a 47 microsieverts. Donc là, l'objectif, c'est de dire au bout de quelle durée d'intégration l'incrément de dose passé cette durée-là devient négligeable. Voilà. Au bout de 6 heures, on a 47. Si on passe l'heure supplémentaire, va ramener, on le voit, à peu près 5 microsieverts, ça commence à devenir négligeable. Et on se rend compte qu'au bout de 24 heures, par exemple, eh bien, on est à 52 microsieverts. Donc on se rend compte que l'essentiel de la dose intégrée se fait sur les 6 premières heures. Donc on pourrait dire avec un petit calcul élémentaire, eh bien pour limiter les doses aux proches du patient, on pourrait concevoir une mise en quarantaine d'environ 6 heures, une bonne demi-journée. D'accord ? Voilà, ce qui permettrait de limiter la dose aux proches. Alors, ça n'est pas fait dans les hôpitaux pour des raisons qui m'échappent. On préconise de rester le plus éloigné possible, hein, voilà, pendant les quelques heures qui suivent l'examen. Voilà pour cet exemple d'intégration en décroissance avec le fluor 18. Avant d'attaquer l'option conversion, je vais en profiter pour revenir ici sur la relation masse-activité avec justement l'uranium 238 et l'uranium 232. Hein, si on prend l'uranium 238, par exemple, donc, voilà, hein, si on considère une masse de 1 gramme d'uranium 238, eh bien l'activité correspondante, c'est 1,2 10 puissance 4 becquerel, voilà, 12 kBq, hein, ce qui est une activité relativement faible. Maintenant, si on prend la même masse en uranium 232, donc vous voyez, hein, l'uranium 238, c'est 4,4 milliards d'années, donc une période considérablement longue, ce qui en fait un radionucléide primaire. Hein. Donc si on prend par contre l'uranium 232, la période est beaucoup plus courte, 70 ans à peine, et pour 1 gramme d'uranium 232, eh bien l'activité c'est 8 10 puissance 11 becquerel. Hein. Donc on est quasiment en terabecquerel. Donc on voit qu'à une même masse, c'est plus du tout la même activité. D'accord ? Alors, je passe donc à cet outil de conversion sur cette problématique uranium 238, uranium 232. Alors, cette option le permet de façon générale. Lorsqu'on a, par exemple, et c'est souvent le cas dans la littérature, lorsqu'on veut faire des calculs à partir de spectres isotopiques, hein, de mélange de radionucléides, on a souvent les proportions qui sont données en masse. Voilà. Et pour faire des calculs, on a besoin des activités. D'accord ? Donc, il faut convertir les proportions en masse en proportions en activité. Voilà. Alors, c'est faisable à la main, sur papier, mais c'est toujours un petit peu délicat. Donc, on a automatisé cette démarche, que je vais décliner ici sur cet exemple. Alors, l'uranium 232, vous me direz, mais il n'existe pas d'état naturel. Oui, mais il se trouve que lorsqu'on utilise de l'uranium de retraitement, c'est-à-dire de l'uranium qui est passé dans les réacteurs nucléaires, eh bien dans ces réacteurs nucléaires, certaines réactions neutroniques, notamment N2N, sont susceptibles, après des décroissances, etc., de fabriquer de l'uranium 232 à des quantités pondérales qui sont vraiment des traces. Hein, je vais y revenir, c'est vraiment des parties pour ce qu'on appelle les ppb, hein, des parties par billion, 1 pour 1 milliard en masse. Hein, donc je vais prendre l'uranium 232, donc on va partir de proportions massiques, et on va considérer donc l'uranium 232 avec une partie par milliard, c'est-à-dire en pourcentage 1 E-7. D'accord ? Voilà. Et on va rajouter donc de l'uranium 238, on va fermer le spectre, on va rentrer 100%. Alors vous me direz, ça ne fait pas exactement 100%, la somme des deux, mais dans notre option, on a une petite, voilà, on a une petite valeur epsilon, et ensuite on ferme le spectre. Donc, on rentre 100% pour l'uranium 238, et on ajoute, et voilà, là on avait fermé le spectre, et qu'est-ce que l'on constate ? Ici, eh bien, on avait pour l'uranium 232, alors que l'on avait un pourcentage en masse de 1 E-7, d'accord ?
eh bien, on a 6% en termes d'activité. D'accord? Et environ donc 94% pour l'uranium 238. Donc ça, on voit bien que ce sont les périodes qui vont marquer qui marquent cette différence. Hein. Très faible proportion en masse, mais une proportion en activité qui est beaucoup moins négligeable. Et si on fait un calcul de débit-dose avec ces proportions-là, on va faire un calcul élémentaire en source ponctuelle. Voilà. Donc je vais prendre l'uranium pour commencer 232, mais attention, je vais le prendre à l'équilibre, parce que tous les descendants de l'uranium 232 ont des périodes courtes, d'accord, qui ne dépassent pas pour le plus long, c'est 2 ans hein, de mémoire, d'accord. Donc dans l'uranium de retraitement, on a l'uranium 232 et tous ses descendants. Voilà. Donc on va rentrer une activité, on a dit 6%, donc on va prendre bien 6 mégabecquerels. Voilà. Et on va donc prendre de l'uranium 238. On va le prendre lui aussi avec ses descendants de période courte, dans ce qu'on appelle l'uranium 238 à l'équilibre. Hein, donc c'est les deux premiers descendants. Hein, c'est le thorium 234 et le protactinium 234M. Ensuite, la filiation est bloquée par l'U4, qui est une période longue. Donc on va le prendre avec ses descendants rapides. Voilà. On avait dit 94%, donc on va prendre 94 mégabecquerels. On respecte les proportions en activité. On valide. Et donc si on fait un calcul élémentaire en source ponctuelle à 1 mètre, voilà, ce qui va nous intéresser, c'est qu'on se rend compte que malgré que l'uranium 232 soit là encore minoritaire en activité, eh bien il fait 74% de la dose, en source ponctuelle, hein, non protégée. Voilà. Et l'uranium 238 fait 25% de la dose. Alors pourquoi est-ce que l'uranium 232 devient prépondérant? Eh bien il se trouve que dans sa filiation, il a le thallium 208. Et le thallium 208, il émet une énergie à 2615 keV avec une intensité de 35%. Alors le thallium 208, lui, il a cette intensité-là, il a à 100%, mais il y a un rapport d'embranchement à 36%, ce qui fait qu'on a un 2615 keV, énergie considérable, à 35%. Voilà. Et c'est cette raie qui fait 40% de la dose du total. Voilà. D'accord ? Si maintenant, en plus, on vient calculer... par exemple, pour cette quantité, pour ce mélange derrière la gaine, par exemple, en zircaloï, hein, si on met simplement 2 mm, on va voir que les proportions vont encore aller dans le sens de l'uranium 232, parce que, ayant une plus forte énergie, bien cette raie-là va passer plus facilement. Voilà. Donc on a 78% pour l'U2 et 21% pour l'U8. Voilà. Alors en profondeur, hein, sur une quantité de matière importante, par exemple 1 cm d'uranium, hein, si on voulait estimer une auto-absorption, voilà, si on prend de l'uranium, par exemple 1 cm, bien là, voilà, on passe à... L'uranium, l'U2, c'est 84% de la dose, et l'U8, 16% à peine. Donc voilà pour ces deux options qui permettent de gérer d'une part les décroissances et d'autre part les proportions de mélange. Voilà, en vous remerciant.